Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Bratt avec vous, avec Jean Gounel, avec Sidney Faux et avec pas de pétage de coche cette semaine. Ça, c'est la grande nouvelle. Je vous avais promis que s'il n'y avait pas de président pour l'émission de cette semaine, je parle du CF Montréal évidemment, j'en aurais gros sur le cœur et j'en aurais beaucoup à dire. J'en ai beaucoup à dire, mais j'en ai pas gros sur le cœur. Comment ça va les gars? Eh ben, ça va, on a passé une bonne petite semaine, non? Eh boy, t'en veux-tu du contenu en v'là? D'ailleurs, on va commencer par notre segment à domicile. On va attendre un peu pour parler de la nomination de Gabriel Gervais à la présidence du CF Montréal. Excellente nouvelle selon moi. Ça a été intéressant de le voir parler aux médias. Ça a été intéressant de se déplacer au Centre Nutrilet pour un entretien avec les médias en présentiel. Sid, tu étais là. On va en parler tantôt, mais d'abord, Jean, euh, le Canada qualifié, le Canada Mhm. premier, le Canada potentiellement dans le chapeau 3. On va y revenir tout à l'heure. Euh, John Herdman parle du Canada qui est maintenant une nation de soccer, commence même à parler à la Don Garber d'une potentielle puissance mondiale. Je paraphrase un peu là, ce qu'il dit, certainement une puissance en CONCACAF. Est-ce qu'on est rendu là ou est-ce que c'est trop ponctuel encore, il faut attendre? Ouais, je crois que la première chose, c'est que c'est probablement pas le moment pour avoir exactement ce débat-là et pour vraiment l'analyser, première chose, parce que clairement, c'est sûr que maintenant et dans les conditions de cette semaine, il y a un engouement, il y a un fait que tout le monde en a parlé, que c'est devenu, et que depuis quelques mois, c'est vrai, un peu partout, tu regardes un peu la presse internationale, ça a été une des grosses histoires de la saison, on va dire. Donc, est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas. Ce qui est important, je pense, c'est de se dire, OK, quel était le problème avant? C'est pas que on n'était pas, le Canada n'était pas une nation qui était complètement malade de foot. C'est que on avait, ça c'est une discussion qu'on a eue il y a longtemps, Olivier, Hein? c'est que c'était éparpillé. C'est que c'était éparpillé, qu'on n'était pas tous autour du même. On regardait un peu chacun, c'est des trucs différents. Ce qui se passe là actuellement, c'est qu'il y a une unité, il y a une homogénéité qui s'est créée autour de la sélection. Ce qu'on espère, c'est qu'elle va durer, parce que c'est surtout Ouais. ça qui est important, c'est que ça puisse s'installer sur le temps et que ça ne retombe pas. Qu'est-ce qu'il y a de pire, c'est l'indifférence. Et c'est vrai que l'indifférence vis-à-vis de la sélection, c'est quelque chose qui a miné, quelque chose qui a perduré pendant des années. Il y a eu des petits moments, des petites étincelles, mais ça n'a jamais duré. Donc c'est surtout là-dessus, je pense qu'on pourra vraiment faire l'analyse. Mais il est certain que, par contre, les conditions pour le faire sont plus propices que jamais. Oui. Il y a une équipe qui est sympathique, qui a réussi quelque chose. Je crois qu'il faut insister sur le côté sympa, jeune et dynamique de l'équipe, hein, parce que c'est une équipe qui fait plaisir, c'est une équipe vraiment autour de laquelle tout le monde est capable de se rallier. Je pense que c'est ça, ce côté fédérateur qui est important, qui existe autour de la sélection, qui n'est pas la sélection d'une entité, d'une province ou d'un groupe, mais vraiment qui donne l'impression d'appartenir à tout le monde. Ouais, et là, Sid, ça faisait pas partie de notre plan de match pour aujourd'hui, mais je veux t'amener sur une discussion qu'on a eue. De mémoire, j'étais dans un chalet à quelque part dans les Laurentides quand on a jasé de ça. J'ai une image photo en tête. Euh, il y a eu la décision de choisir John Herdman comme sélectionneur, mais à plus court terme, là, au tout début de la compétition, écoute, c'était quasiment des heures avant le début de l'octogonal, il y a une décision majeure qui a été prise. Je pense à ça à cause du mot que Jean utilise, fédérer. Quelque part, c'est mobiliser tout le monde autour d'un même moment, un moment qui dure dans le temps, là, pendant quelques mois. La décision d'ouvrir les droits pour les câbleaux normaux. Dans 5 ans, je pense que c'est une discussion qu'on a plus parce que ça s'en va sur le web, que ce soit les câbleaux qui ont leur propre plateforme de streaming ou les streamers, peu importe. Ça, j'en suis convaincu, je pense que c'est évident. Mais là, sachant que tu aurais eu seulement les gens qui se sont abonnés à One Soccer, comme Victor Montagliani demandait, avant qu'il y ait finalement volte-face et qu'on offre les droits dans un premier temps à Sportsnet en anglais,
puis à RDS en français, ça va avoir fait un monde de différence parce qu'il y a des millions de gens que tu aurais tout simplement pas rejoints au cours des derniers mois avec des matchs sur le web seulement. Oui, tout à fait et un enchaînement d'actions, très rapides qui ont mené à ça. C'est vrai qu'il y a cette sortie, incendiaire, de Victor Montagnani, si, Montagliani, ouais. S qui vraiment, bon, bah, voilà, un peu mis tout le monde, sur le fait accompli de cette absence de rediffusion. Puis il y a une réaction, très rapide, de la part des gros joueurs, de l'industrie, puis très intelligente aussi surtout, qui, et One Soccer a compris comment aussi tirer son épingle du jeu et finalement tout le monde a été gagnant de cette situation et oui, c'est vrai que c'est pas enfin, c'est pas envisageable de faire ces 8 derniers mois peut-être, donc comme je calcule mal, Hein, peut-être même 6 derniers hein. mois, C'est en pensant que, ça aurait été un produit de niche, sur le web. Je pense que ce Canada-là est véritablement un produit de consommation grand public et hem et je comprends le point de Jean sur le timing, mais finalement, genre, je pense que j'ai un petit désaccord avec lui. Je crois qu'on est on est tellement au sommet, possible, du côté du Canada que c'est un peu normal, que John Herdman, profite de sa position de cette position-là pour, beh, justement, porter certaines idées. J'étais même assez surpris, il a parlé du fait que, selon lui, juste que c'est pas normal qu'il y ait pas assez de joueurs, d'équipe nationale qui soient, dans des clubs de Champions League. Donc il faisait le comparatif avec l'équipe nationale américaine. Donc là, il pousse pour des dossiers, peut-être un peu peut-être même peut-être avec des intérêts contradictoires parce qu'on est content ici d'avoir 5 joueurs qui ont participé, dans la phase de qualification. Mais là, tout d'un coup, le sélectionneur te dit que la MLS est peut-être pas suffisant, pour ton développement. Donc là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un sommet, puis tu sais, le vrai test, c'est la Gold Cup 2023. C'est comme mmh, la coupe du monde, c'est du bonus. Yep, Mais le temps qu'on yep. réalise qu'on va rentrer à la Gold Cup 2023 en tant que favori et que seule la victoire quasiment et les attentes, on a du temps. Là, tranquillement, profitons. Parce que c'est pour la première fois de leur histoire, en tout cas de récente, le Canada va arriver dans cette compétition où on attend qu'il gagne. On ne sera pas juste satisfait avec, c'est vrai. est-ce que quart de finale, élimination contre le Mexique, c'est bien, pas bien, demi-finale, ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire. Non. Donc là, on a du temps, profitons-en, parce que là, le Canada bascule dans une dimension qui est celle d'une équipe avec laquelle on a des attentes. Donc Ouais. là, c'est très enthousiaste et je pense qu'il est vraiment, il a conscience de ça et c'est pour ça qu'il envoie tous ces messages, tous ces combats et oui, 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 peut-être trop tôt, mais c'est peut-être le meilleur moment. Attendons pas à l'échec pour le faire. Vas-y, Jean, juste, dans le fond, Ouais. avant que tu parles, Là parce qu'il y a une différence entre ce que John Herdman a dit et comment nous, on juge la position du Canada dans son évolution. Parce que John Herdman, tu l'as dit, Sid, c'est un gars qui pousse son agenda à quelque part. Il l'avait dit il y a quelques années: «Moi, je veux des gars qui ne sont pas nécessairement dans des grands clubs, je veux des gars qui jouent». Après, quand ces joueurs-là évoluent, là, tu veux qu'ils jouent dans des grands clubs, comme les Jonathan David, Alphonso Davies et compagnie. Jean, tu voulais conclure là-dessus? non, parce que je rejoins, tout à fait ce que dit Sid et je comprends que le moment est idéal. Il ne peut pas y avoir un meilleur Mmh, moment pour faire passer ce genre de message-là. Mais on se rejoint quand je dis, que c'est sur le temps simplement qu'on verra. Quand tu te poses la question originale qui est: «Est-ce que le Canada est une nation de soccer?» Ce sera c'est facile de l'être maintenant. C'est facile de l'être oui, maintenant au moment où on est tous unis Ouais, ouais. derrière quelque chose de super positif. Là où tu le deviens vraiment, c'est quand tu vis une humiliation, par exemple, ou quand tu vis un moment plus difficile. Et c'est là que je dis, tu peux basculer dans l'indifférence. Et là, c'est pas bon. Il vaut mieux prendre un méchant coup derrière la tête une fois de temps en temps, mais dire que tu l'as pris et puis, ok, rebondir. C'est là que tu dis, ok, là, ouais, il y aura quelque chose de fait vraiment autour de cette sélection. Parce que là, je te dis, en ce moment, c'est très facile de dire waouh, extraordinaire, on est tous ensemble, on est une belle équipe et on tire tous dans le même sens. Sur la durée,
On va voir. Bien, Sid, moi, je rejoins, tu sais, si on veut prendre quelque chose de très ponctuel, je rejoins tes propos. Ce qui va m'intéresser, c'est les terrasses un peu partout au pays pour la demi-finale de la Gold Cup. Tu sais, ça va être un bon indicateur. D'abord, si tu n'es pas en demi-finale de la Gold Cup, ça va avoir été un pétard mouillé, ne serait-ce que sur cette compétition-là. Puis ensuite, ça va avoir, ça va nous permettre de juger si ton expérience au Qatar se poursuit ou a perdu de son momentum, s'est essoufflé et que là, on attend la Coupe du Monde en 2026. Si c'est le cas, là, je pense qu'il va y encore y avoir un énorme travail à faire. Et le danger, c'est que tu n'auras pas de phase de qualification pour la Coupe du Monde en 2026. Donc, tu vas arriver, bang, à l'été 2026, ça va être super excitant, mais il n'y aura pas eu les mois qui ont précédé, les 6, 7, 8 mois dont tu as parlé tout à l'heure. Juste pour conclure sur ce sujet-là, parce que c'est des précisions qui sont super intéressantes pour moi. Victor Montagliani a fait une sortie, mais c'est juste important de se rappeler, les Câbleaux n'avaient pas accès aux droits, puis je suis juste en train de préciser, là, je ne contredis pas ce que tu disais tout à l'heure, Sid, les Câbleaux n'avaient pas accès aux droits. One Soccer gardait l'exclusivité et c'est lorsque ça a été ouvert à la dernière minute, après le pétage de coche de Montagliani, que finalement Sportsnet et RDS ont réussi à avoir les droits. Et l'autre chose, je trouve très intéressant d'entendre John Herdman qui a quelque part contredit Victor Montagliani, qui disait nos équipes nationales méritent les médias traditionnels, mais je ne suis pas certain que les médias traditionnels méritent leur équipe nationale. John Herdman vient de dire quoi cette semaine? Il dit on a maintenant, on croit en nous, mais le problème, c'est qu'on n'y croyait pas parce qu'on leur a jamais donné quelque chose en quoi croire. Ben, c'est ça aussi, c'est le produit sur le terrain, c'est le discours inspirant. C'est un gars qui s'en vient et qui embrasse du haut de sa nation anglaise, de sa naissance en Angleterre, qui embrasse tout ce qui est de plus canadien. Tu n'avais pas ça, no offense, mais tu n'avais pas ça avec Benito Floro. Il n'a pas fait, Non, ou non, Octavio mais Zambrano. Et vas-y, Sid, Mais c'est pas tout le monde qui gagne. C'est pas tout le monde qui gagne, et je dis ça parce qu'il faut aussi qu'est-ce apprendre que à tu veux aimer dire? une équipe qui ne gagne pas. Yep. Faut apprendre à l'aimer pour d'autres raisons. Il y a le nombre de nations qui sont extrêmement supportées et le nombre de clubs qui sont extrêmement supportés, dont l'armoire à trophées est vide. Je pense que là où je pense que Jean est un point qui est très intriguant, c'est que c'est facile de supporter une équipe qui gagne. C'est très, très facile, Mhm. et tout le Tout à monde est fait. devenu canadien dans les 4 derniers jours, et ça, c'est très bien. Maintenant, il faut Mhm. comprendre que c'est pas lorsqu'elle va pas gagner, il faudra toujours la supporter différemment, mais c'est pas l'indifférence, c'est la colère, c'est d'autres émotions, 100%. c'est d'autres émotions qu'il faudra qu'on va aller chercher. Mais, j'entends le point, effectivement, par contre, et voilà, il faut le nuancer avec le fait que il y a bien des équipes dans la zone CONCACAF, par exemple, pour rester dans notre zone géographique, qui sont très supportées par leur peuple respectif et qui n'ont rien à montrer sur le terrain. Donc, il Mais la faut démographie, aussi. Sid, c'est super vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis parce que je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, leur démographie n'a pas la même immigration que le Canada où tu as toujours ou presque toujours une autre équipe à supporter. Moi, j'ai des Yeah. maillots dans mon garde-robe, j'ai des maillots de l'Irlande. Est-ce que tu as ça C'est au vrai, c'est Panama? vrai, Tu sais, est-ce que tu as c'est ça vrai. au Costa Rica? Je pense pas. Et ça, c'est à quelque part la beauté du défi canadien, mais le problème aussi que le Canada, au cours des années, parce que la communauté italienne à Montréal, par exemple, a toujours été capable de se dire, ben moi, j'en ai pas besoin d'un maillot rouge, j'ai mon maillot bleu, puis on est là à toutes les Coupes du monde, à part les 2 dernières. Waouh! Ben, non, non, mais c'est vrai. Écoutez, et puis là, je mets mon chapeau irlandais pour dire ça parce que c'est pas moi qui va prendre ça de haut et c'est juste factuel. Je sais pas pourquoi vous riez, les gars. L'équipe s'est pas qualifiée. L'Italie, là, il y a une Oui. grosse réflexion à avoir. Tu es champion d'Europe, mais en 4 Coupes du Monde, tu vas avoir joué 6 matchs. 3 matchs de groupe en 2010, 3 matchs de groupe en 2014. Tu as raté la Russie, puis tu vas rater le Qatar. Je sais pas pourquoi vous trouvez ça drôle. C'est juste un état de fait, les gars. Là. Vous êtes en train d'essayer de spinner quelque chose que je C'est voulais pas un spinner. état fait. Moi, Ok, continue, beurre. Vas-y, beurre encore. Vas-y, vas-y, OK, rajoute, non, je vais rajoute. arrêter de beurrer. Je vais plutôt parler du match qu'on présente ce soir. C'est un grand plaisir d'ailleurs de présenter sur les ondes de RDS et sur le rds.ca cette rencontre Panama contre le Canada. Un déplacement pour les Canadiens, 20h30 avec l'avant-match. Jean, ce qu'on retient, c'est que ce match-là a un enjeu énorme qu'on n'attendait peut-être pas il y a quelques semaines.
Oui, effectivement, tu vas avoir besoin de prendre des points, non pas pour la qualification ou quoi que ce soit, mais pour essayer de continuer de grimper dans le classement FIFA. Et pour essayer éventuellement de passer dans le chapeau, dans le pot supérieur pour le tirage au sort, qui sans offrir des garanties absolues de jouer contre au moins une équipe moins bonne, offre un peu plus de battement, hein. Donc, c'est toujours c'est forcément quelque chose de plus intéressant qui donne un enjeu au match, même si je dirais au niveau de la sélection elle-même, il y a un enjeu, parce que ce sera le dernier match de compétition vraiment solide donc avant 6 mois, et que depuis dimanche, on est passé clairement dans une autre phase qui va être maintenant d'amener cette équipe au Qatar. Donc avec une réflexion sur qui, parce que là, on va avoir 6 mois de débat sur la liste. Et ce sera, non, mais c'est bien, c'est bien, moi j'adore ça. Ça fait partie. Une na Non, mais attends, une ce nation de sont des soccer, Jean. éléments. Une nation de soccer. Tu Voilà, t'obstines sur la liste, tu exactement. une nation de soccer. C'est exactement ça, exactement ce que je voulais amener, c'est qu'à partir du moment où tu commences à avoir des débats sur la liste, c'est que là, vraiment, tu es rentré dedans. Tu te dis, ah, sur un tel ou pas un tel, mais pourquoi lui qu'est-ce qu'on va faire avec machin, etc. Voilà, ça c'est vraiment bien. Il va être le troisième gardien, hein, essentiel. Mais ça va être un point de discussion quand même. Mais c'est bien, c'est bien. C'est justement là que tu vois que oui, ouais, tu as progressé. Donc, pour revenir au match de ce soir, donc, il y a ça. Il y a ce besoin dans l'immédiat d'essayer de progresser encore. Parce qu'avec les résultats dans des autres barrages, il y a effectivement une petite possibilité que le Canada saute encore 2, 3 places au classement qui va être publié jeudi et puisse terminer dans le pot 3, ce qui serait pas mal plus intéressant. Et puis, d'un autre côté, se projeter dès maintenant vers l'événement. Ouais, tu parles du tirage au sort, on vous le présentera d'ailleurs sur les ondes de RDS. Ce sera vendredi matin Bah oui. à 11h30. Très, très hâte de voir ce que ça va donner, évidemment, en fonction du résultat ce soir contre le Panama. Hem, Sid, on bascule du côté du CF Montréal. Tu étais présent au centre Nutrilet pour la présentation de Gabriel Gervais qui a été présenté aux médias mardi. C'est lundi qu'on a appris que c'est Gabriel qui prenait la succession de Kevin Gilmore à la présidence du CF Montréal. Gabriel Gervais qui était aux côtés de Joey Saputo, à qui on a eu l'occasion de parler et poser des questions pour la première fois en 3 ans, parce que, sauf erreur, à part son allocution lors du rebrand dans un message préenregistré, c'était la première fois qu'on lui parlait depuis la nomination de Kevin Gilmore. Je te lance une question ballon de plage parce qu'il y a tellement d'aspects qu'on peut prendre pour commencer à analyser ça. Tu commences par où, toi? Je commence par, la présentation de manière générale que j'ai trouvée, sobre et efficace. On n'a pas eu une espèce de vidéo, avec, une musique, classique et plein de ralentis. On a eu, un propriétaire, un président, on a eu des jolis maillots qui étaient exposés. Et ensuite après la présentation, on a eu des anciens joueurs et membres du staff, qui étaient présents aux côtés de Gabriel Gervais pour faire une photo qui prend beaucoup de sens dans le contexte dans lequel est le club. Et de cette présentation, de manière générale, j'ai trouvé bien ficelé de la part du club. Donc, c'est d'abord le premier sentiment que j'ai, avec aussi des petits détails, dans le sens qu'après la première allocution, par exemple, de Gabriel Gervais, ben, il n'y a pas eu d'applaudissements des médias. Je sais que ça peut être très particulier ce que je dis, mais il y a souvent parfois une excitation qui est parfois même médiatique. Donc, je m'en souviens par rapport à des Thierry Henry ou à des présentations de d'autres joueurs où il y a des buzz au sein des membres des médias. Et là, il y avait une sobriété qui était partagée et qu'on sait aussi que on va aussi, quoi qu'il va se dire, on va aussi attendre de voir qu'est-ce qui va se faire. Et j'ai beaucoup, et tout ça fait partie de cette présentation oui, j'ai beaucoup aimé, qui était bien organisée. On doit se le dire. Maintenant, sur le contenu, euh,
au risque de choquer bien du monde, je trouve que le fond du message ressemble à beaucoup de ce qu'on a entendu dans le passé, que je n'ai pas une grande différence, dans le contenu par rapport à ce que, Kevin Gilmore a déclaré ou a essayé de mettre en place dans le passé. On a un messager qui est complètement différent, qui est un ancien joueur Ouais, professionnel montréalais, avec une culture soccer et tous les aspects qui fait qu'on sait on sait qu'il sait de quoi il parle. Par contre, le fond du message, pour l'instant, pour moi, n'a pas fondamentalement changé. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites au niveau, par exemple, même du capital humain, des ressources humaines, de l'écoute, de l'empathie. Par contre, sur les 6 premiers mois de Kevin Gilmore, je sais pas, c'est la même chose. c'est là pour moi, enfin, je caricature, c'est la même Ouais, chose. ouais. Mais c'est quoi le fond du message? Dans le fond, si tu avais à le résumer, ce que tu retiens qui a, changé d'emballage, mais qui pour toi a pas changé vraiment de contenu, ce serait quoi? Le nom est là pour rester. Déjà là, ça comme ça te place, une direction, qui, le nom, je vais le dire, CF Montréal, est là pour rester. Ça te place une tangente par rapport à Kevin Gilmore qui, pour beaucoup, incarnait ce changement, d'identité, te montre que finalement c'était au-delà de lui, c'était un changement Oui, d'identité, désiré par le propriétaire ouais. et qu'on a aujourd'hui juste une personne qui va aller dans le sens de la vision qu'on a essayé de mettre en place, peut-être même depuis 2019, depuis les prémices du rebrand de 2021. Donc c'est là où je pense qu'on n'est pas là où j'ai quand même pas mal de questions et c'est un exercice qui est très compliqué parce qu'il à chaque fois, cette personne-là vient d'arriver et on lui demande de poser des constats et les réponses à ces constats, c'est: «Beh, je vais prendre du recul et me faire une tête». Donc moi, ce que j'ai envie, c'est la prochaine conférence, c'est la prochaine rencontre dans les 2 mois ou les 100 jours comme on dit les précédents l'exercice. C'est ça que moi qui m'intéresse parce qu'il y a des raisons fondamentales qui ont poussé au rebrand. Est-ce que le rebrand a été bien fait ou pas? On peut en discuter très bien, mais qu'est-ce qui a justifié qu'on fasse ce rebrand-là? Et quelles sont les solutions qu'on va mettre en place pour les défis qu'on a identifiés à ce moment-là? C'est ça qui m'intéresse et là, j'ai pas de réponse dans ces pour ces questions-là. J'ai pas non plus nécessairement d'ambition sportive, d'un point de vue et ça, c'est encore un peu en continuité avec Kevin Gilmore. Peut-être que c'est un chat échaudé qui craint l'eau froide avec la MLS Cup dans les 5 ans que nous avait, promis Joey Saputo. On n'a pas d'ambition sportive, on parle pas de série, on parle pas de demi-finale, on parle pas de finale, on parle de pas l'aspect terrain, nous dire une équipe jeune et excitante, ça aussi, c'est des choses qui sont discutables. Dire que sachant qu'on parle de l'académie, très bien, mais ton meilleur produit jeune vient des clubs locaux. C'est pas mauvais. Mais Ismaël Koné n'est pas un produit de l'académie. On fera toute la récupération qu'on veut avec lui, mais il y a un vrai travail de fond à se poser sur est-ce que oui, on a investi sur l'académie depuis le départ de Philippe Lafroy et quels sont les produits de cette académie-là qu'on va pouvoir valoriser et vendre. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on va fouiller. Maintenant, je ne peux pas blâmer ou imputer ça à une personne qui vient d'arriver le vendredi dernier. Non, non. Donc, j'attends, mais au-delà de la personnalité que j'adore, moi je trouve absolument charmante, pour lui avoir parlé en off, absolument charmante. Il y a des actions qui doivent être posées et c'est sur ça que j'évaluerai justement son travail. Moi, je reviens à ma réponse un peu plate, mais qui prend encore plus de sens et en toute transparence, là, je me pose beaucoup la question depuis hier, à savoir, est-ce que c'est parce que c'est aligné avec la position que j'avais en janvier 2021 que j'y vois plus de positif que d'autres? Tu sais, je me pose la question, là, très honnêtement, puis je veux pas dire c'est la bonne voie, mais ma réponse a toujours été, on va voir en juillet, ça c'est depuis janvier 2021, en juillet 2022. Et à ce moment-là, après, si on prend le rebrand en particulier, je me rappelle d'avoir écrit un article où je disais, pour moi, recentrer sur Montréal, c'est bon. Impact, je comprends que c'est un nom auquel les gens sont attachés, mais je pense que ça ouvre plus de portes que ça enferme de se recentrer sur la ville plutôt que sur le nom traditionnel du club. Après, j'avais dit, le logo est weird, puis le nom, moi, je dis pas ça, je le dis une fois de temps en temps, là, mais
dans mon entourage, j'ai plein de joueurs de ballon, puis il y en a très peu qui disent foot. Je pense que c'est plus une communauté immigrante qui utilise ce mot-là, puis c'est absolument pas une mauvaise chose. Mais pour parler at large à ton public montréalais, québécois, dire club de foot, je suis pas certain. Ceci dit, c'était pas des choses qui allaient m'empêcher de voir le potentiel. Là, dans le fond, 1 an plus tard, on est en train de dire le logo va changer, puis club de foot, ça n'existe plus, c'est seulement 2 lettres, CF. C'est un peu le feeling que j'avais au départ. Donc, moi, je me dis, on a fait cette fracture-là, on ne l'a jamais, puis je sais que Sid, pour toi, c'est un des irritants. On n'a jamais vraiment expliqué pourquoi la fracture était nécessaire. Et je pense que ça, c'est une des erreurs de ne pas avoir dit voici ce qui ne fonctionnait pas dans tel, tel, tel domaine, voici les indicateurs. C'est comme si on est allé au feeling. Et après ça, on nous a dit ça avait besoin de changer, et bang, voici comment on le présente. Et dans la présentation, Gabriel Gervais l'a confirmé hier de sa perception de fan, parce qu'à l'époque, il était chez Deloitte et il n'était pas sur le point de devenir président. Lui aussi a été à quelque part ébranlé par comment le message a été passé. Et ce que je retiens surtout, moi, pour conclure là-dessus, puis Jean, si tu veux ajouter quelque chose, tu pourras le faire par la suite, c'est qu'on arrête de dire que la personne au Cambodge, à Shanghai, à Paris et à Buenos Aires est plus importante que le membre du 1642 ou des Ultras. Parce que c'est ça qu'on a dit à quelque part. Il fallait rayonner avant tout. Mais ce qui rayonne, là, c'est ton corps. Et là, c'est comme si Gabriel Gervais veut s'occuper du soleil d'abord et que les rayons vont se faire tout seuls par la suite. Il veut s'occuper de Montréal, de son club, de son marché. Et après, si ça rayonne à l'international, tant mieux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui avait été très mal expliqué l'année passée parce que quand tu parles à un supporter, cette présentation-là du rebrand, elle expliquait d'abord aux fans et aux médias ce que tu amenais et la réflexion a été trop business. Tu as parlé des gens à l'international qui n'étaient pas ceux qui allaient remplir ton stade Saputo et en faisant ça, tu as froissé les gens qui venaient au stade. Là, je pense que puis je regarde passer sur les médias sociaux qui ne sont pas la meilleure place pour juger, j'en conviens, mais les gens se disent, tu sais quoi, là, je suis prêt à écouter et voir ce qui va se passer. Ça rejoint tes propos, Sid, et peut-être que je reprendrai mes billets de saison. Ces gens-là, il y a 6 mois, il n'y avait aucune chance de reprendre leurs billets de saison. Puis je pense qu'en ce sens-là, c'est un pas dans la bonne direction. Jean, voulais-tu ajouter quelque chose? Alors, je crois que tu touches le point là. Qu'est-ce que tu vas demander à Gabriel Gervais? D'être la personne c'est pas lui qui va tout faire évidemment avec ses mains, mais être la personne qui va présider au retour de 18 000 personnes au stade. En gros, Ah oui, c'est ça, allons exact. là où on veut. Hein, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et on veut donc quelqu'un qui soit capable de livrer un message, de comprendre, d'aller vers les gens. Parce que moi, ce que je vois, et quand on parle de Gabriel Gervais, à quoi je pense à un gars jeune qui a grandi dans les gradins. Hein. Faut pas oublier qu'à la différence des autres, il a été supporter. Il a été dans les tribunes. Il a vu les équipes jouer avant d'être lui-même capable de porter le maillot. Donc, je pense qu'il y a cette proximité-là qu'il est capable de comprendre. Et c'est là-dessus que je pense qu'il doit y avoir, et que sur sa table, là, il doit y avoir rapidement un dossier supporter qui Mhm. doit être une de ses priorités, mais qu'il est peut-être la personne la plus à même de renouer, parce qu'il y a eu une fracture là aussi, de renouer ce lien avec le public et d'être Tout à fait. capable d'être la personne qui va embrasser et qui va dire OK, on veut que vous veniez. On est prêt à faire plein de choses pour que vous veniez, que vous reveniez. Et ça passe évidemment par l'identité dans la ville. C'est sûr, c'est certain. Donc, c'est là-dessus que je pense qu'il y a quelque chose d'assez, qu'on peut être assez optimiste, parce que je pense que c'est une personne de dialogue, à la différence du non-dialogue, ou en tout cas du dialogue dans un sens qui existait avant. Donc, Et Jean, ouais, je veux juste apporter une précision. Tu dis qu'il existait avant, 100% d'accord avec toi encore là, mais c'est pas juste sous Kevin Gilmore, là. L'Impact de Montréal, non, non, l'LCF Montréal, c'est pas un club qui dialogue. Et Kevin ça Gilmore a toujours était à été ça. l'image de l'histoire de ce club-là. Et ça, Yeah. je pense qu'il faut faire attention parce que plus le temps avance, avec un nouveau président en plus, plus Kevin Gilmore va avoir le dos large.
Les Non, non, problèmes de d'accord dialogue avec et de toi. communication, ça dépasse largement l'ère Kevin Gilmore et c'est là où, à quelque part, tu vas peut-être chercher un gars qui est un hybride entre, puis là, c'est vraiment là, un gros monsieur patate weird que je vous présente, là, mais un hybride entre, hem Kevin Gilmore, Richard Legendre, Nick DeSantis, c'est comme si tu vas chercher les capacités de communicateur de Legendre, le bagage sportif de Nick DeSantis, le côté business, peut-être pas dans le sport professionnel, mais quand même, c'est 20 ans dans le monde corporatif. Là. Moi, je n'ai pas ça derrière la cravate. Et Gabriel Gervais, il regroupe tout ça. Et je pense Mais que c'est c'est ce ça, qui lui a fait faire bien sûr. porter un des commentaires les plus intéressants, c'est j'ai exigé qu'on me laisse faire des erreurs. Et pour moi, ça, c'est pas un gage d'échec. La première chose, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été froissés par ça en disant là, c'est assez les erreurs, on en a assez commises. Ouais, mais pensez-vous on est en business, là. Nous, on fait de la radio, de la télé, des podcasts, on est live. Il y en a tout le temps des gaffes qui sont faites. La question, c'est est-ce que tu es dans le vert au bout d'un certain temps? Hugues Léger, là, il a fait une chanson qui a pas pogné avec, c'était qui? C'était Radio Radio, puis ça était loin de faire l'unanimité. On l'a presque jamais entendu. En tout cas, moi, ça fait des années que je l'ai pas entendu. On peut se tiquer là-dessus ou on peut se rappeler que si c'était pas Doug Léger, qui était VP marketing à l'époque, la cloche au Stade Saputo n'existe pas. Et pour moi, c'est ça, faire des erreurs. C'est essayer des choses. Et la raison pour laquelle je trouve ça important que Gabriel Gervais ait dit non seulement qu'il avait demandé ça à Joey Saputo, mais au board aussi. Fait que là, les règles du jeu sont claires pour tout le monde. C'est pour qu'il y ait la possibilité de prendre des initiatives, d'essayer des trucs, d'être créatif. Parce que quand tu as Mmh Joey mh. Saputo Mmh. qui dit hier, si on veut accrocher sur une coupe de trucs plus déprimants, Joey Saputo qui dit se comporter comme un club de grand marché, oui, mais dans les faits, financièrement, d'un point de vue économique, on est un club de petit marché. Eh boy, OK, ça veut dire quoi ça? On n'est pas prêt à investir? Ben, peut-être, mais ça veut aussi dire, ça ne veut pas dire que tu es à la rue, mais tu vas devoir être créatif, tu vas devoir faire plus avec Voilà. moins. Puis ça, Mmh mh. inévitablement, tu vas essayer des affaires qui vont te planter. Et la question, c'est est-ce que tu as le temps et la liberté de faire assez de trucs, d'essayer assez de projets pour que tu sois dans le vert? Et pour ça, je pense que Gabriel Gervais a été super intelligent de le dire publiquement, parce qu'après, ça peut rester une discussion fantôme que tu as eue là, avec le board et avec le propriétaire. Là, publiquement, on sait qui a demandé la liberté d'essayer des trucs, de faire des erreurs. Et je trouve que c'est très, très intelligent. Euh, avec tout ça, Sid, Cincinnati, hein? Il y a un match? D'accord. Effectivement, il y a un match, l'important, c'est le terrain. Mais, j'aimerais juste ajouter un petit point, c'est que Oui, vas-y. beaucoup d'efforts sont mis sur, la réparation du rebrand, et ce qui m'intéresse est vraiment, c'est C on répare les pots cassés, mais c'est que le problème, c'est que le pot était vide à la base. Puis on parle pas assez du fait que comme de remplir ce pot de fleurs et c'est là où j'attends, moi, genre comme Joey Saputo ou Gabriel Gervais et l'ensemble de l'organisation. C'est pas dans les considérations cosmétiques qu'on peut donner plus ou moins vite pour des questions d'ego et dire qu'on n'a pas trop raté ce qu'on a fait. C'est pas le plus, c'est pas l'important Un vraiment. travail de Quand on fond. parle quand on parle de changement d'identité, pour moi, je trouve que justement, on met l'identité à un niveau qui est trop, je comprends l'importance, mais à la fois qui est futile pour moi. Je veux dire, pour moi, une identité, c'est pas juste des couleurs. Il y a aussi une substance. Et cette substance-là, je ne sais pas à quel point elle avait changé, moi, lorsqu'on a dit qu'on a changé d'identité. Comme j'avais dit à l'époque, pour moi, on a peinturé une maison d'une autre couleur, mais c'est la même maison. Donc, j'ai envie de voir justement cette nouvelle maison et cette ambition. Et j'ai vraiment hâte qu'on passe un petit peu à autre chose sur les réparations du rebrand et que on aille sur les constats sur ce de ce 2017, Ben, 2018, 2019. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit à un moment donné: «Ça ne va pas» et on n'accepte plus ce statu quo et qu'on doit changer les choses. Donc c'est vraiment, vraiment là que j'attends cette nouvelle administration. de la même manière qu'on a critiqué la manière d'amener le rebrand, la manière de réparer les pots cassés est importante aussi parce que c'est ça qui va
te traduire l'essence de ce qui anime tes décisions. Moi, il y a une chose qui est claire pour moi, croiser le président. Puis Kevin Gilmore, moi, je fais bien attention là, parce qu'il y a un paquet de trucs importants. Son passage, là, oublions le rebrand, son passage à l'Impact de Montréal slash CF Montréal va avoir été, tu sais, si dans 15 ans, cette équipe-là gagnait une MLS Cup et dans un stade rénové qui rock avec, on l'espère, là, les ultras puis tout le monde qui fait le gros party dans les estrades avec un stade plein à chaque match, le passage de Kevin Gilmore va avoir été clé là-dedans parce que c'est lui Mhm. qui a amené une structure digne de la MLS où tu as vraiment un organigramme plus solide qui reste à remplir. Mais bref, ceci dit, ça va être pas mal plus convivial croiser le président cette année que ça l'était l'année passée. Kevin Gilmore avait l'air d'un paquet de nerfs quand il se promenait au stade. Moi, il est rarement venu me dire bonjour. En fait, de la très haute direction ou des propriétaires, tu as rarement un bonjour ou une séance de poignée de main. Je sais que ça fait très politicien, de Nicodère, etc., mais c'est quand même important. C'est aller rejoindre les gens, ça, les croiser au stade, sentir qu'on est heureux qu'ils soient là. Je pense qu'il faut ramener ça et Gabriel Gervais va en être capable, à mon sens, et sans se forcer. Comme son allocution d'hier, sans notes, rien de préparé. C'était juste naturel pour lui, puis je pense que ça, c'est un grand succès. En terminant, Sid, j'ai une dernière question pour toi là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé quand, puis la question était ultra pertinente, j'aurais voulu la poser moi-même. Quand on a dit, on a perdu notre pertinence qu'on a déjà eue, on veut la retrouver. Et là, la prochaine question, c'est quand est-ce que vous l'aviez, cette pertinence-là? Ça ressemblait à quoi? C'est quoi la référence? La réponse a été 2012, 2013, 2014. Moi, je m'attendais à 2015-2016 avec Drogba, avec ta première victoire en série. Ça, c'était en 2015 avec ta présence dans un stade plein, je comprends que les lignes étaient faites tout croche, puis ça, c'était peut-être pas bon pour l'image du club là, au stade olympique, mais tu avais quand même un stade olympique plein pour une finale de conférence de l'Est face à Toronto en plus. Tu as eu la Ligue des champions en 2015. Comment tu as réagi, toi, quand on t'a dit que la référence était 2012, 13, 14? Après le nom dont on a statué qu'il était là pour rester, et même j'ai le surnom Impact que les gens peuvent utiliser dans la culture foot, cette réponse est la plus importante à mes yeux de l'ensemble de la conférence de presse. Ça veut De- dire quoi? ça veut dire qu'on ne comprend pas, tout simplement. Parce Ah, que on a des lunettes qui sont cassées, tout simplement. On peut prendre beaucoup d'entrevues, de moments de cette période-là. Ce n'est pas vrai qu'à ce moment-là, Joey Saputo pense ce qu'il a dit aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une mauvaise évaluation ou bien une mauvaise communication, l'un ou l'autre, comme vous voulez, c'est pas le point. Quand il a parlé de ces dates, je me suis dit, comme bien souvent parfois sur les réseaux sociaux, mais de quoi vous parlez? C'était mieux avant. Quel est ce avant? Moi, il y a une parenthèse que oui, la parenthèse Drogba et encore même, ça c'est pas très bien fini, pas de problème avec ça. Mais tu peux pas me dire en 2014 ou fin 2013, que c'est ça qui était le but et que si maintenant, d'un claquement de doigts, on revient à ces années-là, vous êtes pleinement satisfait ben, de l'organisation. J'ai c'est- vraiment tiqué sur sur cette réponse-là qui, pour moi, qui traduit finalement une mauvaise compréhension et la situation dans laquelle on est depuis. Je viens juste de vérifier parce que hier, j'avais la discussion avec quelqu'un, puis je me suis demandé, est-ce que c'est une réponse d'organisation ou c'est une réponse personnelle de Joey Saputo? Je viens juste de vérifier. C'est en octobre 2014 que Joey Saputo achète Bologne. C'est en juillet 2014 que Nick DeSantis est démis de ses fonctions. C'est une année catastrophique. Souvenez-vous, parce que l'équipe finit dernière au classement dans l'Est. En janvier ou février, je ne sais pas quand la table ronde, février, la table ronde a eu lieu. C'était le fameux on a peur de marquer l'histoire négativement. Après, c'était pas de buzz. Je, je vous lance la réflexion comme ça, puis on n'est pas obligé d'en jaser, mais moi, je me demande si c'est pas là où, pour Joey Saputo lui-même, c'est la psychologie à Saint-Saëns, là, mais ça m'a tellement surpris d'entendre cette réponse-là qui, pour moi, l'expression en anglais me vient en tête, it doesn't map out. Parce que le moment, l'apogée, c'est 2015-2016. Je Bien. comprends pas comment une finale, tu es à un match, la finale de la Coupe du monde des clubs, puis pour toi, la dernière fois que tu étais pertinent, c'était l'année d'avant,
quand tu as fini dernier dans l'Est. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je me demande si Joey Saputo, parce que souvenez-vous, en 2018, je ne sais pas si vous étiez à la table ronde, moi, je lui ai demandé à Joey, puis c'est une question un peu weird venant des médias, mais j'ai dit, es-tu heureux? Parce que c'est quand la dernière fois qu'on a vu Joey Saputo sourire? J'ai l'impression que ça fait 7 ans. J'ai vu la vidéo passer avec Gabriel Gervais sur les médias sociaux quand Gervais et Saputo ont rencontré, pas les médias, mais la veille, des gens du club. Le sourire, tu sais, Mmh. c'était léger. Moi, personnellement, là, ça m'a touché parce que j'ai fait Ah, il y a peut-être le retour de cette flamme-là, de ce plaisir-là d'être à la tête d'un club qui, pour moi, j'en suis convaincu, peut remplir son stade match après match. Mais je serais très curieux. On ne l'aura peut-être pas en entrevue pour les 7 prochaines années, là, on l'espère, si ça veut dire que Gabriel Gervais fait un bon travail et qu'il n'y a que lui qui parle. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très personnel dans la réponse de Joey Saputo, surtout là que je viens d'aller revoir, là, devenait copropriétaire de Bologne à l'époque. Je pense qu'il y a comme eu un point de bascule pour lui dans sa perception de ce qu'était l'impact. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette réponse-là. Jean, temps additionnel, parce que là, Oui. j'ai bouffé du temps en masse, en masse, en masse. L'Italie, pas présente à la Coupe du Monde. On s'en parlait dans nos bureaux de RDS. C'est la 4e fois de l'histoire qu'un champion d'Europe n'est pas présent à la Coupe du Monde. Mais la stat la plus folle là-dedans, c'est que c'est aussi la 4e fois que le champion d'Europe qui rate la Coupe du Monde avait raté la Coupe du Monde d'avant aussi. Je ne sais pas par où prendre cette statistique-là. Non, moi non plus. On en a parlé. Effectivement, j'ai essayé de voir si les bouts se mettaient ensemble. Je peux arriver à comprendre pour des équipes comme le Danemark, comme la Grèce. Je peux le voir pour la Tchécoslovaquie, qui était encore bien avant, donc il y a vraiment d'autres conditions. Mais j'arrive pas à faire le lien avec l'Italie. J'arrive pas à faire le lien avec l'Italie parce qu'il y a rien qui puisse les rapprocher d'or, que ce soit dans la Les démographie, dans la capacité que certains pays, parce que tu comprends bien que pour la Grèce ou le Danemark, pardon, il y ait toujours une courbe au niveau de la qualité de ton équipe nationale. Que tu ne vas pas être 30 ans de suite avec une équipe nationale de très très haut niveau parce que tu n'as pas la démographie, tu n'as pas les outils pour le faire, clairement. Tout ça, ça ne s'applique pas à l'Italie. Euh, non, j'arrive pas à faire un lien et à dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose de logique là-dedans? Non, non, pas du tout. Non, ce que je vois simplement, c'est du ponctuel. C'est du ponctuel et là, par contre, alors, ouais, tu peux te dire, qu'est-ce qui a manqué à l'Italie? C'est finalement de mettre les buts. Je veux dire, je vais aller au plus bête complètement, hein, mais c'est de Hey, mettre. Non, mais tu joues deux fois. Tu joues Captain deux fois Obvious. contre la. Yep. Tu joues 2 fois contre la Suisse, tu fais 2 matchs nuls. Les Ouais. 2 fois, dans chacun des matchs, tu as un pénalty que tu manques. Match nul contre l'Irlande du Nord. Là, tu as toutes ces occasions-là sur les 3 mois de fin de qualification, donc après le titre européen, où tu plantes. Où tu plantes, ou en tout cas, tu ne fais pas la différence qu'il faut. Et tu le vois contre la Macédoine, 30 tirs et des occasions. Il y a des occasions qui sont quand même incroyables. Aucune dedans. OK, tu as peut-être plus la qualité des attaquants que tu as eu à une époque. Certains. Certains, tu n'as pas un Pippo Inzaghi, tu n'as pas un Casiraghi, tu n'as pas des gars qui sont capables, à Del Piero, des gars qui sont à Vieri, des mecs qui sont capables OK, de te finir un match. On se rappelle, on en a parlé à un moment de Paul Rossi, mais c'était ça, quoi. Et un ballon qui traîne, hop, tu mets le Ouais. bout du pied et puis c'est dedans, quoi. Et c'est Mhm. ça que tu veux. Alors, tout ça, et ça, on l'a vu. On l'a vu à l'Euro, mais simplement à l'Euro et sur un tournoi d'une petite durée, tu es capable de bricoler quelque chose. Parce qu'il y a une urgence. Tu dis, OK, là, les gars, on s'en sort bien. Match d'après, il va falloir qu'on fasse un effort. Et tu le vois même en finale où il y a des changements, il y a une évolution de la façon d'attaquer, etc., pour essayer de forcer quelque chose. Quand tu es sur une phase de qualification, eh ben, c'est toujours au match d'après, on va voir, on va peut-être tenter un truc. On a eu 30 tirs au match d'avant, on va voir. Et pour du compte, tu te retrouves contre le mur. Et puis, les problèmes que tu as un petit peu repoussés, ils sont toujours là et ils viennent te reprendre, bam, comme ça, en plein visage.
avec un gars qui tente une frappe à la 92e, puis ça rentre. Euh, alors, j'ai du mal à faire un lien avec les autres cas. Simplement, il est certain qu'il y a une analyse à faire sur l'Italie qui va au-delà simplement de ce problème d'efficacité-là, qui est beaucoup plus grave. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, on revient là-dessus, ça fait quand même, c'est pas un problème d'une ou deux Coupes du Monde, c'est un problème de 4 Coupes du Monde. Quand tu n'es pas capable de sortir d'un groupe où, en 2010, il y avait la Ouais. Nouvelle-Zélande et la Slovaquie, ou même si c'était beaucoup plus compliqué avec l'Angleterre ou avec l'Uruguay, Uruguay. mais où quand même, ça veut dire quand même que tu n'as pas été capable de sortir de ce groupe-là et que ton côté dominant, il n'existe plus. Il y a, donc c'est quelque chose de plus durable. Je trouve que c'est pas mal plus gênant. Alors, ouais, il va falloir se poser des questions sur la formation, sur la façon dont, effectivement, l'économie, on va en revenir à ça, du foot italien a complètement changé depuis 15 ans et depuis 10 ans, et que c'est maintenant, en fait, qu'on en voit les Ça paraît. répercussions au-delà. Tu sais, au départ, tu vois les répercussions sur les grands clubs. Hein, c'est totalement économique. Ça a des répercussions sur l'équipe nationale aussi. Mais simplement, elles arrivent beaucoup plus tard. Elles arrivent beaucoup plus loin. Donc, est-ce que ça vient de ça aussi? Je pense que là, c'est une grosse période de réflexion et qui va, tu sais, 2018, on a dit, OK, c'est le sélectionneur, il était naze. Oui, c'est vrai qu'on avait eu du mal à retrouver une équipe de haut niveau, etc. OK, il y a eu hop, la 2020, quoi, 2021, l'euro, où ça y est, tout était réglé, tout ça, mais les problèmes de fond, finalement, ils reviennent. Et il n'y a que maintenant que tu vas être capable de le faire face et puis de vraiment t'y attaquer. Ouais, bref, c'est une belle opportunité, qui sait, d'avoir la communauté italienne, du Canada, de Montréal en particulier, se ranger derrière l'équipe nationale de John Herdman. Avant de Bravo. passer au sujet chaud qu'on va passer en rafale tantôt, Sid, l'affaire qui m'impressionne le plus, c'est pas le fait qu'au bout de quasiment 150 jours, on a un président du CF Montréal. C'est pas le fait que le Canada est qualifié pour la coupe du monde et pourrait même être dans le troisième chapeau lors du tirage au sort de vendredi, c'est que toi, tu es toujours vivant après les qualifs en Afrique. Oh, Ouais, 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 puis, oh, apparemment, j'ai 9,9 % de chances de remporter la coupe du monde avec tous mes passeports, fait que, je suis très, très heureux de ça. Il y a des gens qui doivent choisir à chaque fois, à chaque compétition. Moi, j'ai pas à choisir, j'ai vraiment, voilà, j'ai l'abondance de choix grâce à beaucoup de beaux pays foot sur 3 continents, donc je suis très content de tout ça. Complètement fou comme émotion et puis, pour être parfaitement honnête, après le but de Slimani en prolongation, j'ai éteint la télévision avec beaucoup de rage. But qui a finalement été refusé, je ne savais pas. Euh, et puis c'est plus tard et au voilà. téléphone. Ouais, non, et c'est plus tard au Voilà. téléphone que j'ai appris qu'ils ont pris un autre but, puis après qu'ils en ont marqué un autre. Et donc voilà, voilà. Donc moi je pense pas je pense que par rapport au Canada, on en parlait tantôt. Non, le Canada va connaître une nouvelle émotion, c'est la colère, la rage. Tant qu'elle est il faut qu'elle soit contrôlée évidemment, mais l'indifférence, non, même pour ça, je pense on a basculé dans autre chose. Et effectivement, non, c'était complètement fou la zone Afrique avec un multiplex ou de ces barrages enfin, qui étaient voilà, du grand n'importe quoi par rapport au niveau des équipes et par rapport à la frustration du nombre de places qu'a la CAF, mais excellent spectacle. Toujours dans l'émotion et le suspense, que ce soit genre, comme au niveau même du Nigeria et du Ghana, que c'était très très stressant entre les deux grosses nations anglophones C'est du vrai. continent. On a eu un Mali-Tunisie qui s'est fini au tir au but. On a eu évidemment le Sénégal-Égypte, cette reddition de la finale et avec les deux meilleurs joueurs individuels du continent, sauf Mahrez, qui s'affrontent. Donc c'était complètement fou à tout niveau et le Congo qui aurait dû gagner le match aller 4-0, ben, c'est pris 4-1 au match retour face au Maroc. Donc incroyable, incroyable. Qui a complètement éclipsé en même temps, en tout cas pour moi, le Pologne-Suède et le Portugal Macédoine Totalement. et puis voilà c'est la magie du foot et puis ça c'était voilà, des très très grosses émotions. On passe au sujet chaud. Une première question qui nous est posée par le docteur Foot. Êtes-vous étonné que le club, on parle du CF Montréal, ait déjà mis le nouveau logo, ait presque déjà mis le nouveau logo aux poubelles, eux qui étaient inflexibles alors que la majorité semblait détester ce logo?
dès le jour 1? Je vais me permettre de répondre à cette question-là. D'abord, est-ce que c'est le club qui était inflexible ou est-ce que c'était Kevin Gilmore? Si c'était Kevin Gilmore, ben là, il y a une part de responsabilité qui vient dans la cour de Joey Saputo, je pense. À partir du moment où Gilmore s'en va, ben là, ça ouvre les portes et pour moi, tout était possible. Dès le départ de Kevin Gilmore, le 2 novembre en après-midi, moi, tu m'aurais dit, j'aurais pas été d'accord personnellement, mais tu m'aurais dit qu'on revient à tout. L'ancien logo, l'impact, et qu'on fait semblant que c'est pas arrivé. J'aurais pas été particulièrement surpris et ben, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, le logo, je me suis dit: «Je vais faire avec». Le nom club de foot, je me suis dit: «Ça me parle pas trop, mais on va faire avec» parce que c'était pas l'essence du changement apporté. Donc, est-ce que je suis, surpris qu'on aille vers un changement de logo? Non, pas du tout. Je suis, très curieux, par contre, de voir, est-ce qu'on va tout simplement prendre l'ancien logo de l'Impact et mettre CF Montréal ou est-ce que ça, ce serait un pétard mouillé? Bref, c'est le temps qui nous le dira avec des consultations. On nous dit qui auront lieu. Je présume qu'on va consulter quelques supporters parce que c'est pas mal là que le bas a blessé à pareille date l'an dernier. Daniel Nguyen nous dit quelles seraient les équipes des pots 1 et 2 que vous aimeriez voir dans le groupe du Canada? Jean. Aucune. Non, regarde, Aucune ou pour le contraire? John Herdman, moi, je suis pas mal certain que tu lui proposes d'affronter l'Angleterre. Il est excité, il n'a pas peur. ouais, il est excité, d'accord. Alors, donc, bon, c'est certain que la plupart des gens vont répondre le Qatar. Parce que c'est certain que si tu regardes la tête de série qui semble offrir des possibilités à affronter, eh, c'est sans doute l'équipe que tu vas vouloir jouer. Maintenant, une équipe, et là, je vais vraiment partir, on va dire change, mais en essayant vraiment de regarder. Une équipe qui puisse permettre au Canada de jouer sur ses forces. Là, je parle du Mmh. pot, hein, des têtes de série. Une équipe qui puisse permettre au Canada de jouer sur ses forces. Au bout du compte, c'est ce que tu veux. Hein. Possiblement, tu tirais peut-être plus vers une équipe comme l'Espagne, qui tient le ballon, mais qui n'est pas extrêmement rapide à la perte du ballon, qui, nonobstant un ou deux matchs comme ça, où c'est pas racou l'Espagne. Tu as des matchs où ils passent 1 heure et demie sans marquer et d'autres où ils en mettent 5. Mais une équipe qui n'a pas cette régularité de buteur. Tu ne veux pas jouer la France parce qu'ils ont cette capacité devant à te sortir tout n'importe quoi super facilement. Et ça, c'est un casse-tête insupportable qui t'empêche de prévoir quand même beaucoup de choses. N'est-ce pas beaucoup plus prévisible avec certaines faiblesses qui jouent dans la force du Canada? Et je ne dis pas que ce serait génial de tomber l'Espagne, je dis que si tu rentres dans ce genre d'analyse-là, il faut essayer de regarder les choses un peu comme ça. Certains, de toute façon, que le Qatar, même, et je te dis, ce sera pas facile, ce sera certainement pas un adversaire facile parce que eux, ils ont 6 ans de préparation, ils ont un programme qui a été fait ponctuellement pour ça, et ça va être une équipe qui va être extrêmement prête et qui va jouer à domicile. Alors, ça, ce sera aussi, est-ce que ce sera un avantage, est-ce que ce sera inhibant par contre pour eux? Ça, c'est encore autre chose à voir et tu ne peux pas le savoir. Mais c'est certain que ça présente peut-être des possibilités. Pot 2, bah, déjà, attendons de voir que le Mexique et les Américains se qualifient parce qu'ils vont être tous les deux dans le pot 2. Donc, le Canada ne pourra pas jouer contre eux. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester à Cador, genre Danemark, Allemagne, Pays-Bas, ou des équipes pot de banane, genre Suisse, Croatie, Uruguay. Euh, et, à la limite, peut-être la Croatie qui a un peu de difficulté à faire du renouvellement. Là, tu sais, tu dis, oh, mais genre, tu parles du finaliste il y a 4 ans. Ouais. Mais c'est peut-être l'équipe dont la marge de progression est un petit peu moindre. L'Uruguay, L'Uruguay aussi, ils sont en renouvellement. C'est pas non plus la garantie que ce sera la même équipe solide et capable d'aller comme ça qu'on a vu aux dernières Coupes du Monde. Donc voilà, c'est plus dans ces eaux-là. Et il est certain que tu veux éviter Danemark, tu veux éviter Pays-Bas, tu veux éviter Allemagne.
Bon, ça veut dire qu'on se retrouve avec, la France, dans notre groupe. Jean Gounel vous l'aura annoncé en premier. C'est Voilà. pas mal ça c'est pas mal vers ça que ça s'en va. Michael Forcier, Sid, on va enchaîner parce qu'il y a encore plusieurs questions. Michael Forcier nous demande: «Les lasers durant la séance de pénalty Sénégal-Égypte, ça va en prendre combien avant que la FIFA agisse?» La FIFA ou n'importe quelle instance là qui, vit ce genre de scénario-là. C'est déjà interdit, mais il faut prendre en Voilà. considération parfois le contexte, ça aurait été impossible d'arrêter le match et qu'est-ce qui serait passé? L'arbitre, il dit: «On joue pas», on donne la qualification à l'Égypte. Bon, bah, puis il faut être un peu, réaliste, il y a les lois et l'esprit des lois, puis c'est regrettable. Le Sénégal va recevoir des sanctions, c'est évident. Ils vont sûrement jouer un prochain match à huis clos. Au moment présent, on n'a Mmh. jamais vu ça et puis comme j'ai le jamais vu, parfois un petit peu avec un petit peu de gêne, mais vraiment je pense que l'usine qui produisait les lasers était située au pied du stade et les donner Ouais. gratuitement, c'était hallucinant. Ouais et personnellement, par contre, moi, je comprends quand tu parles de jamais vu, je pense que c'est ça le gros facteur dans cette situation-là, parce que si ça se reproduit, oui, l'arbitre arrête. Il dit: «Nous, tant que les lasers sont là, c'est terminé». Puis, tu sais, je Je vois dois Tu mal raison, comment mais c'est juste que il y a parfois, il y a un peu une forme de géométrie variable sur qu'est-ce qu'on tolère ou pas, et par exemple, je sais qu'il y a des chants il y a des chants homophobes du côté du Mexique, pendant très longtemps. Bon, bah, ça posait pas de problème. ouais, Là, ouais. on a sanctionné. Moi, quasiment chaque semaine, il y a un chant, par rapport à l'arbitre que j'entends, moi, à Montréal. Parce que les gens trouvent ce Mmh. chant-là normal. Donc, souvent, je pense que c'est un peu cette indignation à géométrie variable de qu'est-ce qui nous choque chez les autres et qu'est-ce qu'on accepte chez nous. C'est ça me dérange un petit peu, mais si on y va all-in sur des comportements inacceptables inacceptables, beh, aussi nous, on peut aussi balayer sur devant notre propre porte. PAC, Jean nous dit John Herdman dit qu'en général, sur une sélection, ça prend un minimum de 6 joueurs qui jouent dans une ligue de Tier 1 pour sortir de son groupe à la Coupe du monde. Il dit vouloir que Johnston et Miller fassent le saut le plus possible, le plus vite possible dans une ligue de premier plan en Europe. Vous en pensez quoi? Ben là, les 6, je n'ai pas fait le décompte rapidement, mais c'est au-delà de 6 dans cette sélection. Là. On est d'accord? Et au-delà Jonathan de 6 dans David. la sélection. Jonathan David, Atiba Hutchinson, Kyle Larin, mais tu Milan Borjan, Alfonso? tu Alfonso Davies, tu là quand même assez à Tiasport pour Sam Adekugbe, je ne sais pas comment on considère ça. Tu as Ike Ugbo qui vient d'arriver quand même dans un nouveau club. Tu as Hem, Forest. tu Derrière aussi. Nottingham Forest. Comment tu interprètes ça? Écoute, tu Hoilett, écoute, il est certain que lui, son intérêt, c'est de tirer les choses vers le haut et de voir les gars, continuer de progresser Tier 1, là aussi, il y a encore un certain nombre de choses, qu'il faut voir, mais il est par exemple, je ne pense pas que Tejan si tu regardes Buchanan. Non, mais Tejan voilà, Buchanan, ce parce que que je j'allais pense que dire, c'est là où Tejan tu vas. Buchanan. Est-ce que c'est Tier 1 ça? Tu sais, c'est un très bon championnat, mais est-ce que c'est ça que Un John bon Herdman a en championnat. tête? C'est pas la Premier League ou la Non, Bundesliga, là. tu veux une équipe, tu veux et encore, différemment parce que la Turquie, à mon avis, est d'un niveau supérieur, mais tu veux que ce soit des équipes phares de ces championnats-là. Ouais. Tu veux aller à FC Bruges, tu veux aller à Beşiktaş ou à Gala, tu veux aller dans ces équipes-là, clairement. Donc, ouais, je pense que le niveau d'exigence, c'est normal, il est là. Demander aux gars de continuer de progresser. Ce qui transparaît, il faut faire attention à quand on décrypte ça, parce que évidemment la première chose à laquelle tu penses, c'est de dire: «OK, sauf le niveau qu'ils ont actuellement là, il n'est pas suffisant» et c'est un petit peu là le piège, parce qu'il est suffisant. Il est suffisant et Mmh. tu le vois, si tu suis le débat qu'il y a aux États-Unis depuis 10 ans sur joueurs MLS, joueurs extérieurs MLS, tu vois que c'est un débat qui existe et que c'est un débat qui n'a pas de, il n'y a pas un tout droit, tout bon et un tout faux. Ouais. Clairement, chacun, que ce soit Klinsmann, que ce soit Arena, que ce soit Berhalter, a amené sa réflexion là-dessus.
Et il y a pas eu non plus une façon de penser qui s'impose et qui l'emporte. Donc là, il faut faire attention. Et dans le cas de Miller et Johnson qui sont à Montréal, et puisqu'on les cite, je pense qu'actuellement, leur progression, elle est très intéressante. Je pense Mmh. que ce sont deux joueurs qui, comparés à il y a un an ou il y a un an et demi, ont fait d'énormes progrès. Ce sont des Exact. progrès qui existent parce qu'ils ont continué en sélection, mais parce que aussi en club, il y a une qualité et il y a un suivi qui leur permet de s'exprimer. Sinon, ils auraient disparu. Donc, je pense qu'il faut faire attention dans ce discours-là, même si je comprends bien ce que veut dire Erdmann. Il faut faire attention et il faut évidemment savoir où tu vas, tu veux être à la fois capable d'aller dans un club qui soit quand même de haut niveau, mais tu veux quand même avoir du temps de jeu. Aller en Exact. Europe et aller dans un club qui est 15e de son championnat, mais c'est un peu plus embêtant, sauf si tu es titulaire à chaque fois. Et si tu joues 34 matchs de Ligue turque toute la saison, eh Ça ben avance. ouais, ok, c'est bien, ça Mmh. avance. Tu progresses et au bout du compte, ce sera peut-être une étape vers des choses un peu plus importantes. Simon René, pour terminer, Sid nous demande est-ce que la prolongation de contrat d'Olivier Renard, de ce qu'on comprend, là, c'est en septembre de cette année que son contrat viendrait à échéance. Est-ce que ça devrait être la priorité numéro un du nouveau président Gabriel Gervais? Oui, Mhm. Avant le stade? Mhm. oui, largement avant le stade même, oui, oui. J J'aime ça. Tu règles ça quand? Là, là? Parce que, sauf erreur, dans d'autres médias, après sa conférence de presse, Gabriel Gervais a dit: On veut continuer ensemble, puis on veut s'assurer qu'Olivier Renard, reste avec nous». Hem, Est-ce que tu lui donnes ce que tu veux à Olivier Renard ou tu fais quand même attention de lui faire comprendre que tu as quelqu'un au-dessus de toi et tu restes imputable malgré le fait que tu aies fait un boulot colossal depuis ton arrivée? Ça dépend de la durée, mais je te dirais que sur 2 ans, tu lui donnes ce que tu veux. Tu peux pas passer à côté de la coupe du monde avec potentiellement Johnston, Miller, Koné, qu'il faudra revendre à très gros prix, après le mercato. J Même s non, moi sur 2 ans, je peux me lui donner ce qu'il faut parce que le travail, il est essentiel et il est maintenant. Après sur du long terme, oui, on peut comme, il faut discuter, oui. Vous surveillez quoi sur la prochaine semaine, Jean? C'est un peu compliqué parce que ouais, non, 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 en fait, non, c'est pas compliqué. Parce que c'est le tirage au sort. Le tirage au sort de la Coupe du monde parce que tu sais, c'est le coup d'envoi de la Coupe. C'est le moment où la Coupe du monde, elle existe pour de vrai. C'est même plus excitant que la Coupe du monde elle-même. Mmh. Le tirage au sort, c'est non, non, je rigole, mais c'est ce qu'il y a de génial, c'est ce qui alimente les conversations, c'est ce qui fait vivre la coupe du monde pendant 6 mois, avant et là, tu vois, hein, on va jouer un tel. Ah, oh, oh, ah, quel match et tout. Non, c'est ce qui fait vivre la coupe du monde. Sid? Je vais suivre, Montréal-Cincinnati pour savoir si ce sera Breza ou Pantémis qui sera devant les buts, ça m'intrigue énormément. Puis du côté de la Ligue 1, il y en a on a Nice, contre Rennes, troisième contre quatrième, qui risque d'être fort et alléchant. On avait réussi à passer toute une émission sans parler des gardiens du CF Montréal. Sid, tu nous envoies ça comme une claque d'en face en bon Will Smith que tu es capable d'être en en fin d'émission. Les gars, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. On a très, très hâte d'être capable de parler de ce tirage au sort. On va en discuter la semaine prochaine, mais on vous rappelle que vendredi, 11h30, on vous présentera sur les ondes de RDS le tirage au sort de la Coupe du monde. Pourquoi si rapidement? Ben, c'est en raison du Ramadan qui commence samedi. Donc, on voulait avoir le tirage au sort fait au Qatar avant. Ça aura donc lieu vendredi matin. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Continuez de vous nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez également de nous écouter et de partager le contenu sur le rds.ca/balado diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.